Il y a un moment dans la vie où l'amour semble s'user, non pas par manque d'affection, mais par excès d'effort. Les pères et les mères qui ont consacré des décennies à prendre soin, à enseigner, à protéger et à tout sacrifier pour leurs enfants, réalisent soudainement que quelque chose a changé. Les conversations sont devenues plus courtes, les gestes plus froids, et la maison, autrefois pleine de voix et d'activité, est devenue silencieuse. La distance semble être apparue de nulle part, mais en réalité, elle est le résultat d'un processus lent, presque invisible, l'épuisement émotionnel au sein d'un lien qui a perdu son équilibre. Carl Jung observait que les relations humaines se déforment lorsque l'amour cesse d'être un flux naturel et se transforme en obligation. Lorsque l'affection commence à porter le poids des attentes, le lien perd sa légèreté et commence à devenir un champ de tension. Il disait « Là où règne l'amour, il n'y a pas de volonté de pouvoir, et là où prédomine le pouvoir, l'amour est absent. » Et c'est exactement là que beaucoup de parents et d'enfants se perdent lorsque l'attention se confond avec la possession et que l'amour exige des preuves pour exister. Souvent, ce qui semble être de la froideur de la part des enfants est en fait une défense inconsciente. L'enfant qui s'éloigne ne le fait pas par ingratitude, mais par instinct. Il sent, sans pouvoir l'expliquer, qu'il doit se protéger de quelque chose qui le retient. Le père ou la mère, quant à lui, ne comprend pas cette réaction et souffre en silence, croyant avoir échoué. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est un décalage de conscience. L'un a trop aimé, sans se rendre compte qu'en essayant de retenir, il a fini par étouffer. Jung appelait cela la dynamique de la projection, lorsque, sans nous en rendre compte, nous projetons sur les autres ce que nous n'avons pas résolu en nous-mêmes. L'amour qui tente de modeler l'autre est en réalité une quête inconsciente pour réparer son propre passé. C'est l'adulte qui tente de guérir son enfant blessé à travers son propre enfant. Et ainsi, l'amour qui était pur à l'origine commence à s'empêtrer dans la toile du besoin, de la culpabilité et du contrôle. Mais il y a quelque chose qui peut tout changer. Un seul geste psychologique, non pas avec des mots, mais avec la conscience. Le faire une fois, de manière sincère, modifie tout le champ de la relation. Ce geste n'est ni demander pardon, ni exiger un changement. C'est un mouvement interne, silencieux, presque imperceptible pour le monde extérieur. Cesser d'essayer de convaincre et commencer à comprendre. C'est le moment où l'âme se lasse de répéter le même dialogue et décide finalement d'observer. Jung voyait cet instant comme le début du processus d'individuation, l'éveil de l'être qui cesse de réagir automatiquement et commence à se percevoir. C'est l'étape la plus difficile, car elle exige de l'humilité, reconnaître que la façon dont nous aimons n'est pas toujours celle dont l'autre a besoin, et cette humilité transforme tout. Ce n'est ni une capitulation, ni un abandon. C'est la reconnaissance que chaque âme a son propre chemin et que le véritable amour n'emprisonne pas, il permet. À partir de ce geste, l'amour cesse d'être une chaîne invisible et redevient une force vivante, qui coule sans exiger de retour. L'enfant qui se sentait auparavant observé et jugé commence à ressentir la liberté. Et dans cette liberté, quelque chose de nouveau apparaît. Le respect spontané, l'affection qui naît sans exigence, la rencontre qui n'a pas besoin de mots. C'est le pouvoir silencieux de la conscience. Elle ne demande rien, n'impose rien, ne dramatise rien. Elle éclaire simplement ce qui était caché. Et lorsque la lumière de la compréhension pénètre les relations familiales, quelque chose de subtil se produit. L'amour auparavant usé par l'effort renaît sous sa forme la plus pure, simple, sereine et libre. Beaucoup de parents aiment inconsciemment. Cet amour ne naît pas d'un choix mais d'un besoin, le besoin de se sentir utile, nécessaire ou reconnu. Carl Jung appelait ce phénomène « amour projeté », le type d'affection qui, au lieu de couler librement, porte en soi des fragments non résolus de l'âme. La mère qui ne vit que pour son enfant essaye peut-être de combler le vide de son enfance où elle n'a pas été aimée. Le père qui exige respect et gratitude cherche peut-être, sans s'en rendre compte, la reconnaissance qu'il n'a jamais reçue de son propre père. À première vue, ce geste semble être de l'amour. Mais, dans l'inconscient, il cache un appel. « Donne-moi ce qui m'a manqué ». L'inconscient ne fait pas la différence entre une bonne intention et un manque. Il ne fait que répéter. Et lorsqu'une personne aime à partir d'un manque, l'amour se transforme en un champ d'échange silencieux. « Je t'ai tout donné » signifie alors « tu me dois quelque chose ». Et ainsi, sans que personne ne s'en aperçoive, l'amour se transforme en dette. L'aide se transforme en contrôle. L'attention
en surveillance, l'affection en attente. La relation perd de sa légèreté et commence à être soutenue par une peur déguisée, la peur de ne pas être nécessaire. Pour l'enfant, ce type d'amour pèse lourd. Il sent que tout mouvement de liberté est interprété comme de l'ingratitude. Il sent qu'il doit choisir entre être lui-même ou continuer à appartenir. Et au milieu de ce conflit, l'éloignement devient inévitable, non pas comme un rejet, mais comme un moyen de survie émotionnelle. L'enfant ne fuit pas l'amour. Il fuit la culpabilité de ne pas pouvoir y répondre. Jung considérait ce mécanisme comme l'une des formes les plus subtiles d'emprisonnement affectif. Car en surface, tout semble être de l'affection et de la protection, mais au fond, il y a un désir inconscient de possession, la tentative de corriger sa propre douleur en utilisant l'autre comme miroir. Et le miroir, fatigué de refléter, se brise. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les silences, les distances, les réponses courtes, les gestes froids. Ce n'est pas du manque de respect, c'est de l'épuisement psychique. La première étape pour briser ce cycle est la conscience émotionnelle. Percevoir ce qui se cache derrière l'impulsion de prendre soin, d'aider ou de conseiller. Se demander honnêtement, est-ce que je fais cela par amour ou par peur de perdre ma place? Cette question, lorsqu'elle est posée sincèrement, désarme le schéma inconscient et ouvre la voie à un nouveau type de lien, un amour sans dette. Jung disait que l'amour ne devient véritable que lorsqu'il cesse d'être une nécessité et devient un choix. Aimer consciemment, c'est libérer l'autre de l'obligation de rendre l'appareil. C'est laisser l'amour exister sans condition, sans attente, sans récompense. C'est comprendre que ce que nous le donnons parce qu'il est naturel de donner, et non parce que nous voulons quelque chose en retour. Et ce type d'amour, parce qu'il n'exige rien en retour, transforme. Ce qui est curieux, c'est que lorsque le besoin de contrôle disparaît, l'affection recommence à revenir spontanément. L'enfant, se sentant libre, revient de son plein gré. Le respect, qui était auparavant imposé, devient sincère. La relation, auparavant lourde, devient légère. Et ce qui semblait être un éloignement définitif se révèle être une pause nécessaire pour que chacun retrouve son âme. L'amour inconscient emprisonne. L'amour conscient libère. Le premier naît de la peur de perdre. Le second de la confiance en lâcher prise. Et ce n'est que lorsque le père ou la mère choisit d'aimer à partir de son intégrité propre, sans se projeter, sans s'annuler, que l'amour redevient ce qu'il aurait toujours dû être, une rencontre entre deux âmes libres, et non un échange entre deux blessures. Si vous aimez les réflexions comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Toute attente est une forme de contrôle déguisé en espoir. Elle se présente sous une apparence douce, le désir d'être rappelé, reconnu, valorisé. Mais, au fond, elle recèle un mouvement de pouvoir, celui de vouloir que l'autre se comporte selon notre scénario interne. Quand un père attend que son fils l'appelle, lui rende visite ou lui montre sa gratitude, ce n'est souvent pas l'amour qui parle, mais une vieille blessure qui demande réparation. C'est l'écho silencieux de la peur de ne plus être nécessaire. Carl Jung expliquait que cette impulsion naît de l'archétype du héros blessé, cette partie de la psyché qui porte en elle la fierté de son propre sacrifice et en même temps une profonde douleur de ne pas avoir été reconnu. Le héros blessé vit entre l'amour et la vanité. Il fait le bien, mais attend des témoins. Il donne, mais attend un retour. Il aide, mais s'attriste lorsqu'on ne se souvient pas de lui. Ce schéma, lorsqu'il est inconscient, transforme l'affection en monnaie et le geste en dette. Et ainsi, l'amour qui devrait accueillir commence à opprimer. L'enfant, même sans en comprendre la raison, ressent cette énergie. À chaque message sans réponse, à chaque rendez-vous reporté, l'adulte interprète cela comme un manque de respect. Mais, de l'autre côté, il s'agit en réalité d'une demande inconsciente d'espace. L'enfant cherche à respirer. Il recherche un type d'amour qui ne le retienne pas, qui n'exige pas une performance constante pour mériter de l'affection. Et l'éloignement, qui blesse tant le cœur des parents, est souvent une tentative de l'enfant de préserver sa propre liberté psychique. La psychologie analytique montre que l'attente, lorsqu'elle naît de l'inconscient, porte toujours une ombre. Elle cache, derrière le désir de proximité, la peur de l'oubli. Et cette peur est ancestrale, elle vient des couches les plus anciennes de l'âme humaine, où être oublié signifiait cesser d'exister. C'est pourquoi se libérer de l'attente n'est pas seulement un acte rationnel, mais un processus spirituel, celui d'accepter que l'amour n'a pas besoin de témoins pour avoir de la valeur. L'amour mûr,
celui que Jung associait à l'individuation de l'âme, n'a pas besoin de preuves. Il observe, comprend et fait confiance. Lorsque le père ou la mère comprend que le lien avec son enfant ne dépend pas de la réciprocité, quelque chose se dissout en lui. L'angoisse fait place à la sérénité. L'amour cesse d'être une exigence voilée et se transforme en une présence silencieuse. Et dans ce nouvel environnement psychique, l'enfant qui était auparavant en fuite commence à se rapprocher, non par obligation, mais par instinct. Le même instinct qui l'a poussé à chercher de l'air le pousse maintenant à chercher un refuge. Une fois libéré, l'attente fait place à la spontanéité. L'enfant revient non pas parce qu'il se sent coupable, mais parce qu'il ressent la paix. Et la paix est le signe que l'amour est devenu conscient. Jung disait que tout ce qui devient conscient se transforme. Lorsque le père ou la mère réalise à quel point il ou elle attendait, à quel point il ou elle exigeait sans le dire, l'énergie du lien change. Le cœur cesse de demander et commence à offrir. C'est le geste qui peut rétablir des années de distance. Attendre sans exiger, aimer sans attendre. Cela semble simple, mais c'est l'un des plus grands actes de maturité émotionnelle. Cela exige de la confiance dans le cours de la vie et de la foi, dans le lien invisible qui unit les âmes, même lorsque les corps sont éloignés. L'attente emprisonne, le détachement libère, et il suffit d'un seul mouvement intérieur, celui où l'amour refuse d'exiger, pour que l'autre ait enfin envie de revenir. Carl Jung a observé que l'inconscient a une tendance naturelle à projeter sur les autres tout ce que nous ne pouvons accepter en nous-mêmes. Nous projetons non seulement nos ombres, les parties que nous rejetons, mais aussi nos désirs inassouvis, les vertus que nous n'avons pas développées, les rêves que nous n'avons pas eu le courage de vivre. Et au sein de la famille, ce mécanisme se manifeste de manière particulièrement intense. Beaucoup de parents voient dans leurs enfants une continuation d'eux-mêmes, l'occasion de corriger les erreurs du passé, de réaliser ce qui n'a pas été possible, de réussir là où ils ont échoué. Ils veulent que leurs enfants réussissent là où ils ont échoué, qu'ils soient courageux là où ils ont été timides, heureux là où ils ont été réservés. Mais ce désir, bien qu'il semble aimant, est un piège émotionnel. L'enfant ressent le poids de cette projection comme s'il portait une vie qui n'est pas la sienne. Il perçoit, même inconsciemment, que l'amour est conditionné par la correspondance à un idéal. Cela génère une tension silencieuse, le conflit entre loyauté et liberté. L'enfant veut plaire, il veut voir la fierté dans le regard de ses parents, mais en même temps, il ressent un appel intérieur qui le pousse à s'éloigner, à suivre son propre chemin. Cette division psychique est douloureuse, car chaque pas vers sa propre individualité sonne comme une trahison. Et plus il essaie de s'éloigner pour respirer, plus le père ou la mère interprète cet éloignement comme de l'ingratitude. La psychologie analytique de Jung explique que la projection est une tentative inconsciente d'éviter la confrontation avec sa propre ombre. Tout ce qu'une personne ne veut pas voir en elle-même, elle a tendance à le voir de manière exagérée chez l'autre. Ainsi, le père qui a réprimé sa propre ambition peut condamner son fils pour son audace. La mère qui n'a pas réalisé ses rêves peut pousser sa fille à les réaliser à sa place. C'est un mouvement invisible, mais puissant, qui transforme l'amour en une sorte de miroir brisé. Chacun voit l'autre à travers les fissures de son propre inconscient. Le problème est que personne ne peut supporter longtemps le poids d'être le miroir des frustrations des autres. L'enfant qui vit sous le regard projectif perd sa spontanéité et commence à se modeler pour survivre, jusqu'au jour où la fatigue l'oblige à rompre. Cette rupture, bien que douloureuse, est aussi un acte de préservation. Elle marque le début du processus d'individuation que Jung a décrit comme le chemin de l'âme vers la plénitude. Mais il existe une issue avant la rupture, retirer la projection et la réintégrer dans la conscience. Cela signifie reconnaître qu'une partie de ce que l'on voit chez l'autre appartient en réalité à soi-même. Dire avec honnêteté intérieure « c'est à moi, pas à mon enfant ». Cette simple phrase, dite en silence et avec sincérité, a un immense pouvoir libérateur. Car en reconnaissant ce qui lui appartient, l'individu recueille en lui l'énergie qui emprisonnait l'autre, et à cet instant, tous deux se libèrent. L'enfant cesse de porter un fardeau qui n'était pas le sien. Et le père ou la mère retrouve quelque chose qu'il ou elle avait perdu, son intégrité. Lorsque l'amour cesse d'être une projection, il devient plus pur, plus vrai, plus humain. Il cesse d'exiger et commence à offrir. Il cesse d'attendre un retour
et commence à comprendre. À partir de là, le respect n'a plus besoin d'être enseigné. Il surgit naturellement, car il y a de l'authenticité des deux côtés. Jung affirmait qu'aucune relation ne peut être vraiment guérie tant qu'il y a projection. Tant que nous voyons dans l'autre ce que nous n'acceptons pas en nous-mêmes, nous vivons prisonniers d'un miroir infini. Mais lorsque la conscience arrive, le cycle se brise, et l'amour, auparavant chargé d'exigences, recommence à couler avec simplicité. Aimer un enfant, c'est accepter qu'il n'est pas venu pour réaliser nos rêves, mais les siens. C'est comprendre que le véritable héritage n'est ni le succès, ni la continuité, mais la liberté. Et que la plus grande preuve d'amour est de lui permettre d'être entier, même si cela signifie être différent de nous. Tous les changements ne découlent pas d'une conversation. Certains ne se produisent que dans le silence, et pas dans le silence de l'indifférence, mais dans celui qui naît de la conscience, le silence qui observe, qui accueille, qui comprend. Carl Jung disait que l'âme a son propre langage, et le silence est l'une de ses formes les plus profondes. Le silence, lorsqu'il est conscient, n'est pas l'absence de parole. C'est une présence sans intrusion. De nombreux parents croient que les liens se rétablissent par de longues conversations, des conseils, des explications ou des tentatives de persuasion. Mais à certaines étapes de la vie, l'autre n'a pas besoin de comprendre, il a juste besoin de respirer. Chaque mot dit en trop peut devenir une barrière, car l'enfant se sent analysé, surveillé ou jugé, même lorsque le ton est affectueux. Jung observait que l'inconscient réagit à ce type d'insistance par une attitude défensive. Lorsque l'on tente de faire comprendre à l'autre, l'âme de l'autre se referme, et ce qui était de l'amour devient du bruit. Le vrai silence est différent. C'est un geste, un espace, une confiance. C'est comme ouvrir les fenêtres d'une maison après une longue tempête. L'air entre tout seul, sans qu'il soit nécessaire de le pousser. Le silence conscient communique quelque chose qu'aucun mot ne peut dire. Je te vois même sans te retenir. Cette phrase invisible contient l'essence de l'amour mûr, l'amour qui n'exige rien, n'explique rien, n'essaie pas de convaincre. Lorsque l'enfant sent qu'il peut exister sans avoir à se justifier, quelque chose en lui commence à se détendre. La tension se dissout, la peur d'être jugé s'estompe, et lentement, le lien recommence à respirer. Car l'âme humaine reconnaît l'espace libre comme un signe de confiance. C'est comme si le silence disait « Je suis sûr que tu trouveras ton chemin, et je serai là, sans intervenir ». Ce type de présence silencieuse est le contraire de l'absence émotionnelle. C'est une veille aimante, un état intérieur d'attention calme. Il n'y a pas de drame, pas d'exigence, pas d'urgence. Il n'y a que la reconnaissance que l'amour n'a pas besoin de se prouver à chaque instant pour exister. Et paradoxalement, c'est dans ce moment de calme que la relation se renforce le plus. Jung considérait le silence comme une forme de dialogue entre les inconscients. Alors que les mots parlent à l'esprit, le silence parle à l'âme. Il crée un champ où l'énergie psychique se réorganise naturellement. Le fils qui se sentait sous pression en percevant ce nouveau climat commence à se rapprocher, d'abord par de petits gestes, puis par sa présence. Non pas parce qu'il a été appelé, mais parce qu'il ne se sent plus observé. La confiance revient, et avec elle l'affection. Un seul silence véritable peut guérir ce que des années de disputes ont détruit. Mais il faut comprendre, ce silence n'est pas de la passivité, c'est un acte. C'est un choix actif de ne pas réagir, de ne pas exiger d'explications, de ne pas forcer les réconciliations. C'est un mouvement spirituel qui exige une maturité émotionnelle et une foi dans le lien invisible qui unit les âmes, même lorsque les mots se taisent. Au fond, c'est le point culminant de l'amour humain, l'acceptation. Accepter l'autre tel qu'il est, dans le temps dont il a besoin, sans essayer de le modeler à son image. Accepter que l'harmonie ne vient pas toujours du dialogue, mais du respect du silence. Et que parfois le plus grand geste d'amour n'est pas de parler, mais d'arrêter d'insister. Car le silence conscient n'est pas la fin de la communication, c'est le début de la compréhension. Et lorsque l'amour mûrit à ce point, il devient ce qu'il aurait toujours dû être, une présence sereine, une lumière discrète et une liberté mutuelle. Chaque famille porte en elle une ombre, un territoire invisible composé d'émotions non exprimées, de blessures non résolues et de vérités que personne n'ose aborder. Elle n'apparaît ni sur les photos, ni dans les albums souvenirs. Elle vit entre les lignes des conversations, dans les silences prolongés, dans les attitudes qui se répètent sans que l'on sache pourquoi. Carl Jung disait que tout ce qui n'atteint pas la conscience
revient sous forme de destin. C'est pourquoi tant de conflits entre parents et enfants ne naissent pas dans le présent. Ce sont les échos d'histoires anciennes qui continuent d'agir dans le présent. La colère contenue d'un grand-père peut se transformer en rébellion chez un petit-fils. La peur silencieuse d'une mère peut réapparaître sous forme d'insécurité chez sa fille. La culpabilité, la honte, le ressentiment, tous ces sentiments non élaborés traversent les générations comme des courants souterrains. Jung appelait ce phénomène l'inconscient collectif familial, un champ psychique où les souvenirs émotionnels s'accumulent, attendant que quelqu'un les reconnaisse. L'enfant qui s'éloigne, qui se tait, qui semble froid ou ingrat, ne fait souvent que réagir à une énergie ancienne, répétant un schéma qui a commencé bien avant lui. Lorsque l'adulte en prend conscience, quelque chose d'essentiel change. Au lieu de se demander « pourquoi mon enfant est-il ainsi ?», il commence à se demander « qu'est-ce qui en moi se répète à travers lui ?» Ce changement de perspective est le début de la libération, car dès que la conscience se tourne vers l'intérieur, le pouvoir de l'ombre s'affaiblit. Ce qui était auparavant de la culpabilité se transforme en compréhension, et ce qui était auparavant un conflit devient une opportunité de guérison. Jung voyait le processus d'individuation comme ce mouvement qui consiste à mettre en lumière ce qui était caché. Ce n'est pas un acte de jugement, mais de révélation. Lorsqu'un père ou une mère reconnaît que la douleur de son enfant est peut-être liée à quelque chose qui a été nié dans sa propre histoire familiale, cela ouvre un espace de réconciliation beaucoup plus profond que n'importe quelle conversation ne pourrait générer. Le simple fait de regarder le passé avec conscience modifie déjà le présent. L'ombre familiale se nourrit du silence et du déni. Elle grandit lorsque les sentiments sont réprimés et que les vérités sont balayées sous le tapis. Mais il suffit qu'une seule personne soit disposée à regarder à l'intérieur d'elle-même pour que le cycle commence à se défaire. Cette personne devient le point de basculement de la lignée, le maillon qui transforme la répétition en conscience. Et le plus surprenant, c'est que lorsque cette transformation se produit chez un membre de la famille, l'effet se propage naturellement aux autres. Même sans parole, quelque chose change dans le champ émotionnel collectif. Le faire une fois, avec sincérité, suffit à modifier l'énergie de génération. Dire intérieurement « Je vois ce qui a été nié, j'accueille ce qui a été rejeté ». Cette simple attitude intérieure a le pouvoir d'interrompre des schémas qui ont duré des décennies. Car l'ombre, par nature, ne supporte pas la lumière de la connaissance de soi. Elle disparaît lorsqu'elle est vue, non pas parce qu'elle est détruite, mais parce qu'elle est intégrée. Et lorsque cette intégration se produit, l'amour recommence à couler. Le fils cesse de porter des fautes qui ne sont pas les siennes, et le père ou la mère trouve une paix qu'il ou elle n'avait jamais connue auparavant. Le poids des générations se dissout, et ce qui était auparavant une répétition se transforme en sagesse. C'est l'héritage le plus silencieux et le plus puissant que l'on puisse laisser. Une famille qui a appris à regarder sa propre ombre sans crainte. En fin de compte, la guérison ne vient pas de la perfection, mais de la conscience. Et en mettant en lumière ce qui était caché, l'âme familiale trouve enfin ce qu'elle a toujours recherché, le repos, le pardon et une véritable reconnexion. Il arrive un moment où l'on ne peut plus insister. Après d'innombrables tentatives, conversations et explications, le cœur comprend ce que la raison a mis du temps à accepter. Il n'y a plus rien à faire. Et, paradoxalement, c'est à ce moment-là que la véritable transformation commence. Carl Jung disait que ce à quoi nous résistons persiste, ce que nous acceptons se transforme. L'abandon conscient naît précisément de cette reconnaissance, le moment où l'amour cesse de lutter pour convaincre et commence à faire confiance au flux de la vie. L'abandon conscient n'est pas un renoncement, c'est une libération. Cela ne signifie pas rompre le lien, mais le libérer du contrôle. C'est lorsque le père ou la mère parvient à se dire « j'ai fait ce que j'ai pu, maintenant, son destin lui appartient ». Cette phrase simple et silencieuse contient l'une des plus grandes expressions de maturité spirituelle, car elle reconnaît l'autonomie de l'autre, sans que cela diminue l'amour. Jung considérait ce geste comme une forme élevée de sagesse, la sagesse de ceux qui comprennent que l'amour n'est pas possession, mais présence. La possession veut retenir, la présence se contente de rester. La possession exige un retour. La présence fait confiance aux liens invisibles qui existent même lorsqu'il n'y a pas de contact. La possession veut modeler l'autre à son image. La présence lui permet d'être qui il est. Lorsque l'amour fait cette transition,
quelque chose se réorganise non seulement dans la relation, mais aussi dans l'âme elle-même. L'enfant ressent immédiatement ce changement. Même si rien n'est dit, l'énergie change. Le poids des exigences se dissout, la tension diminue et le lien respire à nouveau. C'est comme si le champ familial se réorganisait. Là où il y avait auparavant des exigences, il y a désormais de l'espace. Là où il y avait de la peur, il y a désormais de la sérénité. Et dans cet espace nouveau, l'enfant, auparavant distant, commence à regarder à nouveau, non par culpabilité, mais par curiosité. Le respect, qui ne peut être exigé, renaît spontanément. Le don conscient est un acte silencieux, mais profondément actif. Il exige du courage, le courage de croire que la vie éduque aussi, que le destin enseigne aussi, que la douleur fait aussi mûrir. C'est comprendre que le véritable amour n'a pas besoin de superviser le chemin de l'autre, car il fait confiance à la sagesse de l'existence elle-même. Cette confiance est le contraire de l'indifférence. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de retirer toute interférence, afin que l'autre puisse se retrouver avec son âme. Beaucoup de parents découvrent alors une paix qu'ils ne connaissaient pas. Après avoir passé des années à essayer de changer l'autre, ils se rendent compte que le véritable changement se produit lorsqu'ils changent eux-mêmes de l'intérieur. Le lâcher-prise les reconnecte à eux-mêmes. L'amour, auparavant tendu et vigilant, devient calme et silencieux. Et ce nouvel état intérieur a un effet immédiat sur le champ émotionnel de la famille, car toute énergie consciente rayonne d'équilibre. Jung considérait ce type de transformation comme une sorte de purification. Lorsque l'amour cesse d'être un désir de possession et devient liberté, il se rapproche de son essence spirituelle. Il ne veut plus de résultats, il reste simplement fidèle à sa propre nature. Il aime parce que c'est dans sa nature d'aimer, et non parce qu'il attend quelque chose en retour. À ce stade, l'amour cesse d'être humain et devient universel. L'abandon conscient est donc le point de maturité du cœur. C'est l'instant où l'amour se purifie et redevient ce qu'il a toujours été, simple, libre et serein. Il n'efface pas la douleur, mais la transforme en sagesse. Il ne met pas fin au lien, mais le renouvelle à un niveau de conscience plus élevé. Car le véritable amour n'a pas besoin de garantir l'avenir. Il suffit d'avoir la certitude que, à un certain niveau, ce qui est vrai demeure. Le summum de la psychologie jungienne est l'individuation, le processus par lequel l'être humain devient entier. Pas entier au sens de parfait, mais complet dans son humanité, conscient de ses lumières et de ses ombres, de ses forces et de ses fragilités. C'est le moment où l'individu cesse de chercher chez l'autre ce qui lui manque et commence à trouver en lui-même ce qu'il a toujours recherché. Lorsque l'amour naît de cet état de plénitude, il cesse d'être un besoin et devient un choix. Aimer sans dépendre est le plus haut degré de liberté émotionnelle que l'on puisse atteindre. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une présence sans exigence. Lorsque le père ou la mère atteint ce stade, l'enfant le ressent, même sans mots. Il y a de la sérénité dans le regard, de l'équilibre dans les gestes, une absence d'exigence. L'amour auparavant anxieux devient tranquille, et ce qui était auparavant une relation marquée par des tensions inconscientes se transforme en une coexistence naturelle, respectueuse et légère. Jung affirmait qu'une grande partie de la souffrance humaine provient de la confusion entre amour et besoin. Le besoin cherche à combler le vide. Le véritable amour naît de celui qui se sent déjà entier. Le besoin veut contrôler, craint de perdre, exige une présence. L'amour, au contraire, fait confiance et laisse aller. Lorsque l'adulte comprend cette différence, l'amour mûrit. Il cesse d'être un lien de dépendance et devient un pont de respect. L'individuation est, en ce sens, un processus profondément amoureux. Elle ne sépare pas, elle harmonise. Elle ne rompt pas, elle réorganise. C'est le mouvement interne qui réconcilie l'être humain avec sa propre âme. Le père ou la mère qui passe par ce processus découvre que son enfant n'est pas une extension de lui-même, mais une âme autonome avec son propre destin. Et, à partir de cette compréhension, le lien se transforme. L'amour cesse d'emprisonner et commence à soutenir. Il cesse de protéger à l'excès et commence à faire confiance. Il cesse d'attendre un retour et commence à donner avec sérénité. Cette transition est le signe d'une véritable maturité émotionnelle. Elle ne se produit pas d'un seul coup, elle est le résultat de nombreux petits éveils. L'éveil qui consiste à réaliser que l'autre n'est pas là pour répondre à nos attentes.
L'éveil qui consiste à comprendre que la solitude n'est pas un ennemi, mais une partie naturelle du voyage. Et surtout, l'éveil qui consiste à reconnaître que l'amour ne dépend pas du comportement de l'autre, mais de la capacité intérieure à rester en paix. Lorsque l'amour atteint cet état, il devient silencieusement transformateur. Les enfants, qui réagissaient auparavant avec résistance, agissent désormais avec gratitude, non pas parce qu'ils ont été convaincus, mais parce qu'ils ont été libérés. Ils perçoivent intuitivement que l'espace est désormais sûr, un espace sans jugement, sans culpabilité, sans exigence. Et dans ce nouveau territoire affectif, le respect s'épanouit spontanément. Jung croyait que le véritable amour est une force spirituelle. Il ne cherche pas à dominer, mais à éclairer. Il est le résultat naturel de l'individuation. Lorsque l'âme trouve l'équilibre en elle-même, elle n'exige plus que le monde se conforme à sa volonté. Elle est simplement. Et cet être est le geste le plus puissant qui soit. Aimer sans dépendre, c'est aimer en toute conscience. C'est comprendre que l'autre ne nous appartient pas, mais nous accompagne. C'est souhaiter le bien de l'autre, même si son chemin s'éloigne du nôtre. C'est la liberté qui ne blesse pas, la distance qui ne sépare pas, le silence qui n'efface pas. C'est la forme la plus pure et la plus mûre d'affection, celle qui naît de ceux qui ont enfin appris à être en paix avec eux-mêmes. Au final, ce qui transforme les relations, ce n'est pas ce que l'on dit, mais ce que l'on comprend. Les mots ont du pouvoir, mais c'est la conscience qui guérit. Carl Jung disait que personne ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de sa propre obscurité. Et c'est précisément cette illumination intérieure, faite non pas d'éclat, mais de lucidité, qui transforme la façon dont nous aimons, pardonnons et interagissons. Lorsque l'amour cesse d'être inconscient, la famille cesse d'être un champ de culpabilité et devient un espace de croissance. Les anciennes dynamiques de contrôle et d'attente se dissolvent et le lien commence à respirer naturellement. L'affection cesse d'être un champ de bataille et se transforme en territoire sacré, un lieu où chacun peut être ce qu'il est sans crainte de décevoir l'autre. Car la conscience apporte quelque chose qu'aucun mot ne peut offrir, la paix intérieure. Le faire une seule fois, regarder à l'intérieur de soi, reconnaître sa propre ombre et libérer l'autre de l'obligation de nous aimer comme nous le voulons, suffit à tout changer. Non pas parce que l'autre se transforme immédiatement, mais parce que l'énergie de la relation change. À partir de ce geste silencieux, le cycle inconscient s'interrompt. Les anciennes réactions cèdent de la place à la compréhension, et l'amour, auparavant tendu, devient présence. Et lorsqu'un des deux partenaires change véritablement, l'autre, même si c'est progressivement, ressent ce changement. L'âme humaine réagit instinctivement à la sérénité. Elle fait confiance à ceux qui n'exigent rien, se rapproche de ceux qui ne jugent pas, et s'ouvre à ceux qui ne tentent pas de la dominer. La conscience est le dernier héritage que quelqu'un peut laisser. L'argent se perd, les biens s'usent, les conseils vieillissent, mais la clarté spirituelle reste comme un phare silencieux. Elle continue à guider même après que les mots ont cessé. C'est le genre d'héritage qui n'a pas besoin d'être enseigné, il suffit de le vivre. Tôt ou tard, les enfants reviennent vers ce phare, non pas parce qu'ils ont été appelés, mais parce que cette lumière intérieure est la seule qui ne s'éteint pas. Jung considérait la conscience comme le point culminant du parcours humain, l'intégration entre la lumière et l'ombre, la raison et l'instinct, l'amour et la liberté. Il croyait qu'en devenant conscients, nous retrouvions l'ordre intérieur que nous avons toujours cherché à l'extérieur, et cet équilibre, une fois atteint, rayonne de paix sur tout ce qui nous entoure. C'est pourquoi le père ou la mère qui devient conscient n'a plus besoin de lutter pour se faire entendre. Sa simple présence enseigne déjà, non pas par la parole, mais par la vibration tranquille de celui qui a enfin appris à être en lui-même. La conscience libère non seulement l'individu, mais aussi la lignée. Elle interrompt les répétitions, dissout les anciennes fautes, guérit les blessures silencieuses. Et l'amour, une fois purifié par la vérité, devient indestructible. Il ne dépend ni de la présence physique ni de la réciprocité. Il existe parce qu'il est réel. Et tout ce qui est réel demeure. En fin de compte, le geste le plus puissant n'est pas de demander, mais de comprendre. Ce n'est pas d'exiger le changement, mais d'incarner le changement. Car lorsqu'une personne prend conscience, toute la famille le ressent, même sans savoir pourquoi. La vibration change, l'atmosphère change, le destin change. Et c'est ainsi que l'amour inconscient, marqué par la peur et la dépendance, cède la place à l'amour lucide, celui qui n'emprisonne pas,
mais illumine. Toute une vie peut être un chemin d'apprentissage, mais un instant de clarté suffit pour transformer des générations. Cet instant est la naissance de la conscience, l'héritage invisible mais éternel, qui demeure longtemps après que le corps ait disparu. Et c'est peut-être là la leçon la plus profonde que Jung ait laissée au monde. Que le véritable amour n'est pas celui qui tente de changer l'autre, mais celui qui éveille en soi la lumière qui permet de comprendre. Si cette réflexion vous a plu, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir d'autres réflexions comme celle-ci. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu. Portez-vous bien et à bientôt.